Donc, pour moi, Rust, c'est d'abord le plaisir de coder. C'est le seul titre auquel je pouvais penser. Alors, je m'appelle Emmanuel, Emmanuel Bosquier. Mon pseudo, c'est Keksoy sur Twitter et sur GitHub. Vous retrouvez cette présentation à emmanuelbosquier.com/introduction à Rust parce que c'est GitHub Pages. GitHub Pages, c'est la vie. Et il y a un repo pour accompagner cette présentation que vous pouvez retrouver plus tard avec tout un tas de libs et d'exemples et on va voir ça ensemble. Alors, sans plus tarder, voilà un disclaimer. Rust, c'est le langage par lequel j'ai appris à coder. C'est mon tout premier langage. Merci Jean-Philippe. Et j'ai été déçu par tout le reste. Donc JavaScript, PHP, tout ça, je déteste. J'ai jamais fait de Java, j'ai fait un tout petit peu de Python, j'ai jamais fait de C++. Et du coup, j'aurais du mal à m'imaginer ce que vos questions pourront être. Donc on va libérer beaucoup de temps pour les questions. Je vais tâcher de mettre mon chronomètre. Hop là. Et en plus d'être biaisé, il m'arrive d'être de mauvaise foi. Mais qui ne l'est pas quand il parle de son langage préféré? Alors, pourquoi Rust et pourquoi un fond d'écran orange? J'avais envie, j'avais envie. Je ne connais pas le détail, mais je pense, voire je suis presque sûr qu'il y a des gens chez Mozilla qui en avaient marre des runtime et qui en avaient marre d'écrire des pointeurs et qui en avaient marre des fuites de mémoire, des pointeurs nuls, des choses comme ça. Je suis presque sûr que c'est pour ça qu'on a inventé Rust. Et du coup, il a été mis au point pour être performant. Donc, on le compare souvent à C++ en termes de perf. Et memory safe. Mais alors, memory safe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en Rust, on alloue un bout de mémoire chaque fois qu'on crée une variable. Et les fonctions se passent des références, donc des pointeurs, et elles attendent leur tour. Et dès qu'il y a une variable qui sort du scope, eh bien, elle est droppée. Donc la mémoire est nettoyée chaque fois qu'on sort du scope, chaque fois qu'on sort d'une fonction, et qu'il y a une variable qui n'est plus utilisée. Et le compilateur interdit le code hérétique. Donc il n'y a pas de pointeur nul, par exemple. Alors on va voir enfin, je ne suis pas spécialiste des pointeurs nuls, mais on va voir un peu comment on peut faire un peu ça en Rust. Et si ça compile, ça ne plantera pas. Parce que le compilateur est votre meilleur ami et votre pire ennemi. C'est comme vous voulez. Alors, un aperçu bref. D'abord, facile à installer. Donc, vous allez sur rustlang.org, Getting Started. Vous faites ce qu'on n'est jamais censé faire, c'est-à-dire curl et piper ça dans SH. Voilà, normalement, il ne faut pas faire ça, mais là, vous pouvez faire confiance. Et vous n'avez pas besoin de sudo pour installer Rust. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, un Hello World tout bête. Quand on regarde ça, ça ressemble un peu... c'est presque du Python avec des points-virgules. Hein. Ça, avec quelques accolades, hein, ça a l'air facile, en fait. Hein, forward, inwards, quelques petits guillemets là, à droite et à gauche, mais ça a l'air simple. Mais on ne fait pas ça en général. On peut faire ça, mais on ne fait pas ça. Alors pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on aime bien couper les cheveux en quatre, hein, parce qu'on fait du Rust. Et ce qui manque dans cet exemple, c'est un typage fort. Alors vous avez sans doute entendu parler du typage de Rust. Qui a entendu parler du typage de Rust avant de venir ce soir? Un petit peu quand même. Qui connaît Rust de réputation? Qui n'a jamais entendu parler de Rust? Ah d'accord. Ah très bien, super. Vous avez de la chance, vous allez pouvoir découvrir Rust pour la première fois sans a priori, c'est super. Alors, un typage fort, comment ça un typage fort? Oui, on a tout un tas de nombres. Donc ça, i32, c'est un nombre qui est non signé. Donc c'est-à-dire qu'il peut être, il est signé, c'est-à-dire qu'il est soit positif, soit négatif, et il tient sur 32 bits. U8, donc c'est un octet, c'est-à-dire que c'est un entier qui est codé sur un octet et qui est forcément positif, donc de 0 à 255. Et F64, c'est quand vous voulez faire des gros calculs avec un nombre flottant qui tient sur 64 bits. Voilà. Les strings sont en UTF-8.
Il va falloir revoir vos habitudes parce qu'on ne peut pas vraiment itérer sur une string en faisant caractère par caractère, parce qu'un accent aigu, par exemple, non, attendez, hein, il me semble qu'un E accent aigu, ça tient sur un octet en UTF-8, mais il y a des caractères, par exemple, en sanskrit, où il faut plusieurs octets pour faire un seul caractère. On a quelques collections, voilà, vecteurs de taille variable, tableau c'est une taille fixe, et on peut faire nos propres types. Alors ça, par exemple, là, mon type de tableau perso, je le déclare avec le mot-clé type, et je lui donne un nom. Et ensuite, je sais que ça va être des nombres. Alors U16, c'est un nombre entier, comment dire, positif, et qu'il y en aura 5 dans le tableau. Voilà, donc on s'en sert souvent. On aime bien fabriquer nos propres types en Rust. Du coup, on a des enums. Alors, qui sait ce que c'est qu'un enum? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un enum? D'accord. Donc en PHP, on n'a pas d'enum. En JavaScript, c'est compliqué. En Rust, on a des enums. Alors un enum, c'est une variable qui aura soit ce type-là, soit ce type-là, soit ce type-là. C'est-à-dire qu'un type de Pokémon, c'est soit un Pokémon herbe, soit un Pokémon feu, soit un Pokémon eau. Qui connaît les Pokémon ici? Qui ne connaît pas les Pokémon? Oh du coup, voilà. Alors, on va s'en servir plus tard. Vous allez voir à quoi ça sert. Ensuite, l'option. Alors ça, option, c'est un type super, super génial. C'est super cool. Et on va maintenant passer à l'exemple. Qui sait ce que c'est qu'une option? Qui ne sait pas ce que c'est qu'une option? Super. Alors une option, soit ça contient une valeur, soit ça ne contient rien. Et c'est ça qu'on utilise pour faire des pointeurs nuls, par exemple. C'est ça qu'on utilise pour faire des listes chaînées en Rust. Mais il ne faut pas faire de listes chaînées en Rust. Si vous voulez absolument faire une liste chaînée en Rust, le lien qui pointe vers le prochain node, il est fait avec une option. Alors, soit c'est le bout de la chaîne, soit ça pointe vers un autre nœud de la chaîne. Donc un Pokémon, soit ça peut évoluer en autre Pokémon. Vous connaissez tous Pikachu? Quelle est l'évolution de Pikachu? Raichu, voilà. Vous connaissez tous Dracofeu? Est-ce que Dracofeu a une évolution? Non. Non, Dracofeu n'évolue pas. Du coup, on va pouvoir passer à un exemple. Alors, hop, super. Donc, pour commencer un projet en Rust, on fait cargo new. Et là, on va faire quoi? On va l'appeler comment? On va l'appeler Pokémon. Voilà. Je suis pas très inspiré là. Ok. On va dans Pokémon et là, on fait pour le lancer, on fait cargo. Vous avez tous à lire? C'est un peu petit. J'essaie d'augmenter la taille du texte, mais je suis mauvais. Comment on augmente la taille du texte? C'est pas mon ordi? Ouais, parce que... Voilà, super. Comme ça, c'est bon? Ok. Cargo run. Là, ça compile et ça nous fait un Hello World. Donc si vous aviez envie d'écrire votre propre Hello World en Rust, c'est un peu compromis parce que quand vous faites un nouveau projet, vous avez un Hello World par défaut. Voilà. Mais on va faire plein d'autres trucs super cool. Donc on va lancer ça dans VS Code. Ok. Et pareil, on va augmenter un peu la taille. Hop, super cool. Donc quand vous commencez un projet en Rust, vous avez l'équivalent d'un package.json ou d'un, comment on appelle ça en PHP, un composer. Quelque chose. Comment? Voilà. Donc vous avez le nom du package, la version, l'édition, etc., les dépendances, super. Target, c'est là où on met tout ce qui est compilé, parce que Rust est un langage compilé. Et dans SRC, main.rs, vous avez fn main, et là, vous avez le print hello world. Tout le monde arrive à lire? Super. Du coup, moi, je vais juste recopier ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire type, on avait dit c'était quoi? Type évolue en. Du coup, on fait type évolue en égale option, et ça contient une string. Super cool. Et du coup... Comment?
je sais pas si je peux installer rapidement Rust Analyzer. Alors on va installer Rust Analyzer. Ça te dérange? Du coup, voilà. Oh, c'est beau. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Du coup, ici, on nous dit type alias is never used, machin, mais si je fais cargo run comme ce que j'ai fait avant, j'ai cargo qui me dit la même chose. Il me dit, hop là, ce que tu m'as écrit là, le type évolue en, le type il est jamais utilisé. Donc voilà, le compilateur est assez sympa là-dessus. Et si je veux faire par exemple let évolue en envers Raichu, c'est un option. Et là, dans l'option, je mets hop là, Raichu. Ça c'est pas une string, ça c'est une slice, c'est un peu différent. On en fait une string comme ça, hops. Et là, qu'est-ce qui l'embête là-dedans? Qu'est-ce qui l'embête? C'est pas option qu'il fallait mettre. C'était somme. C'est le stress, hein. Vous me le pardonnerez, je pense. Et là, qu'est-ce qu'il nous a mis? L'IDE, il nous a mis, hop là, hop, on sauvegarde. Il nous a mis ici, option string. Donc il nous donne le type ici, mais si jamais j'ai envie, je peux mettre évolue en, comme ça. Et si je veux, par exemple, mettre autre chose, plutôt que mettre Raichu, si je veux essayer de faire autre chose, si je veux faire évolue en 3, ce qui veut rien dire. Évolue en égale somme, et là je mets un nombre. Ça veut rien dire, ne faites pas ça chez vous. Hop là. Alors là, mon programme ne fait rien, mais si je veux le lancer, qu'est-ce qu'il me raconte? Let évolue 3, évolue... Expected struct string found integer. Voilà, c'est pour ça que j'aime Rust. C'est-à-dire que j'ai un type qui s'appelle évoluant qui prend une string et là j'ai voulu lui passer un nombre, il n'est pas d'accord. Et quand même, en tant que compilateur, c'est autre chose que ce que nous crache Node. Parce que, je sais pas, mais moi j'ai appris avec ça. Hein. Quand ensuite c'est Node qui s'est mis à me parler, j'ai pleuré. j'ai pleuré. Du coup, super. Alors, Undefined. Qu'est-ce que c'est que cette horreur undefined? Donc on a une option et ça c'est vachement bien. On peut faire du pattern matching dessus, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des structs. Alors un struct c'est comme un objet. Il me semble qu'en C on appelle ça une structure. Et c'est vachement bien. Alors comment on fait? Alors là ce que je vais faire c'est que je vais juste copier-coller. Hop. Et je vais reprendre le type ici, struct, et je vais le coller ici, comme ça, super. Et alors qu'est-ce que je fais dans struct? Alors c'est que je considère que dans un Pokémon, il doit avoir une ID, donc son numéro dans le Pokédex. Il doit avoir un nom, une string, un niveau, un U16, il évolue en quelque chose, et il peut avoir un vecteur, donc plusieurs types de Pokémon. Il peut être à la fois un Pokémon normal et un Pokémon feu, par exemple, ça existe. Alors il faut que j'aille récupérer l'énum que j'avais là. Hop là. Donc je déclare tous mes types comme ça en dehors du main. Hop là. Et super, et là j'ai encore l'IDE qui me dit est-ce que tu crées des variables, tu crées des types, mais tu t'en sers pas. Hein. Du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que tu as vraiment envie de les garder? C'est-à-dire que si je lance Cargo Run, il me dit oh là là, ça tu t'en sers pas, ça tu t'en sers pas, ça tu t'en sers pas. Voilà. Et du coup, on va recréer, comment c'était? On avait dit Carapuce. Alors, Carapuce, qui connaît Carapuce? Parfait. C'est avec lui que j'ai commencé. Et avec Tortan qu'on a fini jusqu'à la Ligue. Alors, Carapuce est un
Pokémon. Donc ça, c'est le nom, c'est le type du struct, super. Et du coup, ce que je fais, c'est que je lui dis, bon bah, son ID, ça va être, je sais pas, par exemple, 3 ou 4, allez, 4. Son nom, ça va être, alors j'ouvre les guillemets, hop, Carapuce, ops, et je fais point. Comment? Je suis presque sûr que l'erreur qu'il y a sur Pokémon, c'est parce que j'ai pas encore défini tous les champs qu'il y a dans ce struct. On va vérifier. Donc là, je sauvegarde. Je donne ça au compilateur et le compilateur, il m'engueule. Oh là là, tu veux définir un Pokémon, mais tu as oublié de dire en quoi il évolue, tu as oublié de dire son niveau, tu as oublié de dire de quel type il est, quoi. Du coup, je dis tout ça. Hein. Du coup, son niveau, allez, on va dire qu'il a un super niveau 54. Non, c'est Carapuce, il a évolué au niveau, allez, niveau 15, un solide Carapuce. Il évolue en quoi il évolue? Bravo, merci. Merci beaucoup, il y en a qui suivent. Et même dans le fond, hein, c'est bien. Il évolue en Carabaf, en effet. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Pokémon type. Alors là, pour fabriquer un vecteur, je pourrais le faire en mode très verbose. Mais en Rust, on va utiliser une petite macro qui fabrique du code. Et on dit... c'est quoi mon type? S'appelle type de Pokémon. Et c'est un Pokémon quoi? Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop, ça. Et là, normalement... Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Alors, évolue en Carabaf to string. Expected enum option found struct string. Ok. Je voulais une option et tu me donnes une string. Voilà, moi, j'aime bien qu'on me parle comme ça. Parfois il m'embête le compilateur, mais parfois il me rappelle gentiment que je suis stupide, mais il me rappelle très gentiment, quoi. Du coup, je donne somme, sachant que si jamais on était en train de définir Tortank et que Tortank ne devait pas évoluer en quoi que ce soit, je pourrais mettre ici none. Et donc le none, en l'occurrence, ça veut dire rien du tout, c'est le pointeur nul qu'on avait tout à l'heure. Enfin, je crois que c'est équivalent. Voilà. Avec des structs, on peut faire plein de choses, on peut faire beaucoup de choses, on fait tout, on fait même le café. Un struct, comment dire, c'est un type de variable. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, fabriquer des fonctions qui prennent Pokémon comme argument, je peux définir une fonction qui s'appelle fn, par exemple, allez, niveau suivant. Et elle prend en argument self, c'est-à-dire Pokémon. Et elle me refabrique self. Donc elle me fabrique un joli... Elle prend un Pokémon en entrée, elle sort un Pokémon en sortie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend self. Allez, on monte un niveau suivant. On a dit niveau, hops. Et on fait... comment on fait là? Plus. Comme ça qu'on fait? Plus. Non, c'est dans un autre langage qu'on fait ça. En reste, on fait plus égal, voilà. Hein. Plus égal 1, et si vous voulez tricher et aller plus vite à la Pokémon League, là, vous faites plus égal 2 ou plus égal 10, comme ça, votre Carapuce, il monte en niveau. Et j'ai oublié de marquer ici Pokémon. Voilà. Du coup... Attends. J'ai une erreur. En fait, je fais semblant d'avoir une erreur. C'était pour voir si vous suiviez. Alors, j'essaie de compiler et implicitly returns as its body has no tail or return expression. Ah, on voulait que tu me renvoies un Pokémon et tu m'as renvoyé Unit, tu m'as rien renvoyé du tout. Il faut que tu me fasses un return quelque part. Moi, j'aime qu'on me parle comme ça. J'aime qu'on me parle comme un idiot, mais gentiment. Du coup, il faut que je mette un return ici. Tout le monde arrive à lire? Return, et là, je mets self, comme ça. J'ai une autre erreur. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce soir?
Niveau suivant, ça prend self, cannot assign to self pour niveau, as self is not declared as mutable. Mutable, c'est comme les X-Men, ils sont mutants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors moi, je connais rien, moi j'apprends Rust. Hein. Help, merci. Consider changing this to be mutable. Mute self. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris Rust en fait. C'est le compilateur qui m'a appris. Alors, je fais ce qu'on m'a dit. Je fais mute self, comme ça. Hop. Et là, je crois que c'est bon. Ça compile. Super, ça donne rien. Donc, on va dire qu'on veut faire en sorte que Carapuce monte de niveau. Donc, on fait Carapuce, hop, point, niveau suivant. Voilà. Et on récupère un Carapuce augmenté. Donc, on fait let Carapuce, hop, augmenté, égale, voilà. Et il est de type Pokémon, donc c'est super. Donc tout ça, ça compile, c'est génial, et on veut afficher notre petit Pokémon, augmenté, donc on fait un println. Ça, c'est une macro, c'est-à-dire que ça génère du code. On n'a pas envie de s'embêter à faire, comment on dit, std, out, mettre des chevrons étranges, comment c'est là. Du coup, on met hop, des petites accolades, et on fait Carapuce augmenté. Voilà, super. Et là, on met hop. Pokémon cannot be formatted with the default formatter. On ne peut pas formater Pokémon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas afficher une variable de type Pokémon. Donc moi, je comprends rien à ce qu'on me dit là. The trait, c'est quoi un trait? std fmt display is not implemented for Pokémon. Hein? C'est quoi ce truc? Note, in format strings, you may be able to use... deux points, point d'interrogation, ou ça là, for pretty print. Ça, j'aime bien, ça me dit pretty print, ça c'est pas mal ça. Vas-y, je vais faire ça. Je vais faire ce qu'il me dit de faire. Du coup, hop, comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Pokémon cannot be formatted using... Non. The trait debug is not implemented. Oh là là. Attendez. Add, blablabla, derive, debug, etc. Super. Je vais faire ça du coup. Je me mets ici au-dessus là. Jusque-là, je comprends rien à ce que je fais. Hein. Je fais juste ce qu'on me dit de faire. Hein. En vrai, je sais ce que je fais, mais c'est pour faire semblant, vous voyez. Derive, hops, et là je mets debug. Alors debug, c'est un trait, c'est une interface, c'est-à-dire c'est une façon d'écrire rapidement. Je veux que Pokémon implémente telle interface. Ok. Et là, du coup, il faut mettre la même chose. Il faut prendre ça aussi pour type de Pokémon. Ici, comme ça. Hops. Je suis pas sur mon ordi. Merci beaucoup, Alexis, de me prêter le tien. Hops. Et normalement, ça passe. Dis-moi que ça passe. Oui. Voilà. Du coup, on affiche un joli Pokémon avec, hop, c'est Carapuce toujours. Il est niveau 16. C'est-à-dire que le niveau qui était là, on lui avait dit, ton niveau c'est niveau 15. On l'a passé à la fonction niveau suivant. Il est rentré ici dans la fonction niveau suivant et il était mutable. Et du coup, il ressort, et c'est un joli Pokémon tout neuf. Super. Voilà. C'est bon, vous connaissez le Rust. On peut se dire au revoir maintenant. Non, on va continuer. On a combien de temps? Comment? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est un Pokémon tout neuf ou est-ce que c'est un Pokémon muté? Est-ce que je peux noter la question et la garder pour plus tard? Super. Alors, donc on avait dit, on a des enums, on a des options, on a des structs, et on a des méthodes. Alors, on en parle maintenant, on va répondre à la question, est-ce que c'est un Pokémon muté ou est-ce que c'est un Pokémon tout neuf? Eh bien, c'était un Pokémon tout neuf, en effet. C'est-à-dire que, admettons,
si je veux, ici, ok, j'ai passé carapuce dans la fonction niveau suivant. Donc ici, j'ai affiché carapuce augmenté. Et maintenant, je veux afficher carapuce le tout premier, donc carapuce version bêta, donc le premier carapuce qu'on avait fabriqué. Alors, je vais tâcher de copier-coller tout ça. Hops. Alors, on a un carapuce augmenté, mais l'autre carapuce, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, on va essayer de l'afficher. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, borrow of moved value carapuce, let carapuce move occurs because carapuce has type Pokémon which does not implement the copy trait. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Carapuce moved due to this method call. Et là, value borrowed here after move. Et là, il me dit pas quoi écrire pour remplacer le truc. Donc là, c'est le moment où je suis en train d'apprendre le Rust et j'écris à Jean-Philippe et je lui dis « Jean-Philippe, je comprends pas. J'ai le compilateur qui me tape dessus. Qu'est-ce que je fais ?» Et là, il se met à me parler de trucs mutables et de références et de copies et de borrowing et d'ownership. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, en fait, je vous donne directement la réponse, ça va être plus simple. La fonction au niveau suivant, la next level, il faut lui passer ampersand mute self. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop là. Je vais quand même tâcher de l'expliquer maintenant. Ok. Ici, on a créé un carapuce. On le passe à la fonction niveau suivant. Et on dit que la fonction niveau suivant, elle prend l'ownership, c'est-à-dire qu'elle prend possession de la variable carapuce, et plus personne n'a le droit d'y toucher après. C'est interdit. Du coup, ça empêche tout un tas de choses qui seraient hérétiques. Donc le compilateur dit « tu as consommé cette variable quelque part, tu n'as plus le droit d'y toucher, et ta fonction println, là, elle n'a pas le droit de reprendre quelque chose qu'on a déjà donné à la fonction niveau suivant. » Donc comment on fait? Je vois qu'à plusieurs endroits sur Internet, il faut rajouter un ampersand ici, comme ça, hop. Et ça veut dire qu'on ne passe pas à la fonction niveau suivant une version mutable de carapuce, on lui passe une référence mutable à carapuce. Une référence mutable. Voilà. Et ça va marcher. Spoiler, ça va pas marcher. Je suis sûr que ça va pas marcher. Ça marche pas. Alors, return self, expected struct Pokémon, found at mute Pokémon, etc. Donc là, c'est le moment où on va regarder un peu ce qui se fait sur Internet. Et là, on trouve ça sur Internet, self niveau +1. On n'a pas de return. J'enlève le return qui est ici. Comme ça, tac, 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 tac. Hop. J'enlève le return qui est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? La fonction niveau suivant, elle prend une référence mutable d'un Pokémon. Elle le mute, comme ça, en faisant plus égale 1 sur le niveau, et elle le lâche. Dans le code, ici, là, l'aide carapuce augmentée, ça suffit. Hop, on enlève tout ça. Là. Tac, 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 tac. Hop. Il n'y a pas de carapuce augmenté. Il n'y a qu'un seul carapuce, un carapuce éternel. Parce qu'en fait, quand Sacha voit carapuce muté, il n'a pas deux carapuces ensuite. Il a le même carapuce, mais il a été transformé. Et on devrait y arriver. On devrait y arriver cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe là? Let carapuce cannot borrow carapuce as mutable as is not declared as mutable. C'est-à-dire que quand Sacha reçoit carapuce, on lui donne un carapuce, on lui promet que son carapuce peut évoluer, qu'il peut muter, qu'il peut monter en niveau. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit mute ici comme ça. On a un carapuce mutable. Voilà.
C'est bon, on a réussi. Merci beaucoup. J'en demandais pas tant. Voilà. Donc ça, du code comme ça, on en a partout, partout, partout en Rust. On définit de la donnée et on implémente comme ça. On a un bloc qui s'appelle impl. On implémente des méthodes dessus. Et quand on va chercher des libs qui contiennent par exemple des types un peu space comme socket address par exemple, on sait on sait quelles méthodes sont livrées avec, on sait quelles interfaces les types satisfont. On sait que tel truc on pourra l'imprimer à l'écran, tel truc on ne pourra pas. On sait que tel truc on pourra, pardon, le copier, voilà. Comment ? Le cloner. Alors ça, je suis coupable d'avoir implémenté le trait clone spécialement pour pouvoir copier-coller des variables parce que le compilateur m'embêtait. Voilà, j'avoue. Donc ça ressemble beaucoup à de l'orienté objet, ça. On définit un struct là, on définit des méthodes sur le struct, mais, vous l'avez déjà lu, spoiler alert, il n'y a pas d'héritage en Rust. Quoi ? Il n'y a pas d'héritage en Rust ? Il n'y a pas d'héritage en Rust ? Et oui, il faut changer de philosophie, messieurs. On aime le typage fort, eh bien on commence par construire par le bas. Si vous avez l'habitude de l'orienté objet, du Python, du Java, du C++, vous avez l'habitude d'abord d'écrire des classes mères et ensuite d'écrire des classes filles qui vont en hériter. Donc on fonctionne de façon top-down. En Rust, on fait l'inverse. En Rust, on prend des petites briques, on prend des petits octets, on prend des petits types perso, on les met dans des plus gros trucs et des plus gros trucs et des plus gros trucs. Donc on écrit d'abord le format de la donnée et ensuite on écrit des structs. Voilà comment on fait en Rust. Donc là, c'est une philo complètement différente. Par contre, si vous aimez les choses funky qu'on peut faire avec les classes, comme les classes abstraites et des choses comme ça, eh bien, vous pourrez utiliser des interfaces en Rust, mais on appelle ça les traits. Alors, on va voir un peu plus tard si j'ai le temps de le présenter. Je ne sais pas où on en est niveau timing. Là, ça fait une demi-heure que je parle. Vous êtes patient. Et très bien. Très bien. Alors, gestion d'erreur. Qui fait du try-catch dans sa vie ? Tout le monde. Bon, on n'a pas de try et de catch en Rust. Non, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On a du result. Alors, qu'est-ce que c'est result ? Result, en fait, c'est un enum, c'est-à-dire que c'est un type qui est soit OK et il vous fournit une valeur, soit erreur et il vous envoie une erreur. Donc la valeur, ça peut être un type, le type que vous voulez, ça peut être du string, du socket address, ça peut être Pokémon, ça peut être tout ce que vous voulez. Et l'erreur, eh bien, il y a tout un tas de types d'erreurs qui existent. Donc il y a IO error, donc les erreurs d'entrée-sortie. On a file system error, on a plein qui sont implémentés dans la lib standard de Rust. Et vous pouvez également écrire vos propres types d'erreurs custom. Et avec ça, vous faites plein de choses, mais alors plein de choses. Vous faites du pattern matching, des erreurs custom, okay. Il y a du sucre syntaxique aussi, pour aller avec le café syntaxique. Bon, j'ai essayé. Et des libs qui vous facilitent la vie. Alors ça tombe bien, on a du temps, je vais pouvoir vous montrer le truc que j'ai préparé pour ce soir. Donc vous allez à github.com/kexoy, introduction à Rust, vous clonez ça. Donc ici c'est déjà cloné, introduction à Rust. Vous ouvrez ça dans VS Code, et vous avez tout plein de trucs. Alors on va reprendre petit à petit. Alors d'abord, on a un cargo.toml, c'est la première chose qu'il faut regarder dans un projet. Donc ça, c'est sur mon GitHub. Vous pouvez le retrouver sur GitHub. Et là, toute la présentation que j'ai faite est ici en Markdown, parce que Markdown, c'est la vie.
Donc dans le cargo.toml, vous avez ici, là il y a mon nom, mon adresse, super, ok, default run. Donc normalement, si je fais ici cargo run, on a toujours le hello world, génial. Workspace, ça sert à absolument rien. Pourquoi j'ai laissé ça là? Et maintenant, je vais faire ce que je voulais, c'est-à-dire git branch. Non, c'est git checkout. Git checkout-b, ops, et j'appelle ça correction. Super. Et donc je me corrige moi-même au passage, hein, vous m'en voudrez pas trop. Super. Et là, on a des dépendances. Et le .toml ne s'affiche pas bien dans VS Code, mais normalement c'est tout joli, il y a plein de couleurs. Donc les dépendances, on appelle ça des crates. Les crates, ça veut dire une sorte de palette qui se charge sur un bateau cargo. Vous savez, parce que le compilateur, enfin le gestionnaire de projet s'appelle Cargo. Et donc les dépendances, les librairies, on appelle ça des crates, donc des espèces de grosses palettes qu'on peut soulever avec les grues et tout. Vous allez sur crates.io et vous trouvez absolument tout. Et il vous donne quoi copier-coller. Donc si vous voulez fabriquer des nombres random, générer des nombres aléatoirement, vous avez le crate qui s'appelle rand, qui est le plus téléchargé sur crates.io, et vous avez le numéro de version. Ok. Et moi, j'ai utilisé également CRD JSON, CRD pour sérialiser et désérialiser du JSON, sérialiser et désérialiser de la donnée. Parce que moi, ici, là, j'ai un truc qui s'appelle Pokémon.json avec Tortank, Roucoups et Pikachu. Et ce que j'ai envie de faire, c'est sérialiser tout ça. Ok. Désérialiser plutôt. Donc, dans SRC, on a, ici j'ai mis le main.rs, d'habitude il est directement dans SRC, là le fameux Hello World standard, je l'ai mis dans un /bin. Ici j'ai mis un bulle bizarre pour faire à peu près la même chose que ce qu'on avait fait, tu crées un Pokémon, etc. Et ici j'ai la lib. Alors la lib, comment? Ouais, ok, je vais agrandir. Alors, dans une lib, on commence par écrire des jolis commentaires comme ça. Et on peut même mettre des exemples dans la lib. Et et il n'y a rien. Ah si, il y a pub mode Pokémon. Oui, parce que pour créer un module public, etc., le module, il est ici. Super, ok. Donc ça, c'est sur GitHub. Alors, use CRD, sérialisation, désérialisation, super. Ici, j'ai mon type de Pokémon, là, donc soit herbe, soit feu, etc. Super. Ici, j'ai mon type d'évolution, avec quelques commentaires pour expliquer ce que j'ai fait dans ma petite lib. Voilà, la même chose que tout à l'heure. Hein. Ici, j'ai mon struct Pokémon avec des jolis commentaires à 3 slash. Okay, mais là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, j'ai une méthode, machin, qui explique d'ailleurs, elle prend l'ownership de la référence mutable, elle transforme la donnée et elle rend l'ownership, rien qu'avec la petite accolade, là, on sort du scope et on rend la propriété de la donnée, super. Et si vous aimez comment on appelle ça, les design patterns, les patrons de conception, j'ai fait un constructeur de Pokémon qui s'appelle Pokémon Builder. Ça, on aime bien faire ça en Rust. On n'a pas de patron de conception, donc de design pattern orienté objet, mais on a des builders, c'est vachement pratique. On a un exemple ici, ça permet de faire du code assez propre, mais c'est pas très convivial. On va aller dans... Je sais ce que je fais. Firefox, Target, Doc, introduction à Rust, index.html. Hops, comme ça. Voilà la documentation qui est générée automatiquement avec tous les commentaires qu'on a vus. Donc on écrit en Markdown. Markdown, c'est la vie. Et ça, c'est en local. Mais chaque fois que quelqu'un fabrique chaque fois que quelqu'un écrit une lib et qu'elle est poussée sur crates.io, tout le monde peut consulter la lib en question. Je pourrais vous montrer d'autres libs. Donc là, les exemples de code que j'avais écrits dans la lib sont présentés en joli Rust. Et je vous dis, quand on lance Cargo Run, le compilateur, il vérifie même que les exemples compilent.
Aujourd'hui, je voulais lancer un truc et je comprenais pas les erreurs de mon compilateur. Le compilateur, il va chercher les erreurs dans la doc, quoi. Donc on a un module qui s'appelle Pokémon avec le commentaire associé. Hop, je clique, hop, et il faut que je rezoome apparemment. Hop, ta. Donc on a le Pokémon. Hop, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. Avec le struct, etc. Ah, il faut que je zoome. Voilà. Donc ça c'est le type standard de doc qu'on a en Rust. On nous montre le struct, on nous donne du blabla qui va avec. On nous explique tous les types qui sont pris dedans. Et si je clique ici sur évoluant, ça va m'amener sur la page du type évoluant. Super. Et ça me parle de toutes les méthodes qui sont implémentées sur ce type, enfin qui traitent ce type. Donc là, on retrouve la fonction niveau suivant, elle s'appelle next level, tout ça, avec les commentaires. Et si jamais je suis un peu chafouin parce que j'ai pas assez de blabla ici, je clique sur SRC et je retrouve le code. Voilà. Donc c'est plutôt cool, voire plutôt très cool. Et on a tous les traits ici, donc toutes les interfaces qui sont implémentées pour Pokémon. Donc par exemple ici, l'interface debug, elle permet d'afficher des Pokémon à l'écran. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, j'ai écrit hashtag j'ai écrit hashtag derive debug. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais annoté le code. Ouais, mais dans SRC là. Ah si, c'est ça. Donc j'ai fait hop, derive, serialize, deserialize, debug, etc. Super cool. Et tout un tas de traits, partial egg. Alors pourquoi j'ai eu besoin de cette interface qui permet de comparer un Pokémon avec un autre Pokémon? Eh bien c'est parce que, alors où est-ce que c'est? Hop, super cool. Ici, là, dans ma librairie Pokémon, j'ai des tests. Donc, par exemple, ici, un test. Alors ici, hop, configure, test, machin. Donc les tests sont faciles à écrire en Rust. Et j'ai une fonction qui s'appelle le Pokémon Builder fonctionne. Donc je crée un Pikachu comme on l'a créé tout à l'heure. Je crée un Pikachu avec le builder en utilisant le Pokémon Builder, méthode nouveau. Donc ça fait du code plus convivial en fait. C'est plus facile à lire du code écrit avec un builder, même si c'est un peu verbose à composer. Et ici, j'ai assert ek, c'est-à-dire on affirme que le Pikachu créé avec le struct et le Pikachu créé avec le builder sont égaux. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les comparer. Et donc pour les comparer, j'ai dû écrire ici, hop, j'ai dû écrire ici partial ek. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On fait cargo test. Voilà. Donc là, on retrouve la fonction next level fonctionne, hop, le Pokémon Builder fonctionne. Et si jamais je veux changer le code juste pour être un peu sadique et pour que ça plante, pour que le test plante, je prends par exemple la fonction next level, Ici, on a créé un Pikachu niveau 5. On le balance dans la méthode next level et on considère que maintenant le niveau de Pikachu doit être 6. Si je remets 5 par exemple, comme ça, hop, et que je relance les tests, alors ici on me dit failed. La fonction next level a paniqué. Faut pas paniquer ma chérie. Parce que la valeur qui était à gauche et la valeur qui était à droite n'est pas la même. À gauche on a 6, à droite on a 5. Voilà. Et puis vous pouvez lancer avec la variable Rust backtrace, mais on va pas parler de trace, j'ai pas envie de me mettre mal à la tête ce soir. Hop là, super. Et quelle heure est-il? 19h23. On arrive au bout, doucement, mais on arrive au bout. Et puis ensuite, on va discuter, on va poser des questions, tout ça. Sinon, je peux continuer, je peux faire du live coding toute la soirée si ça vous chante. Du coup, Hop.
Pas d'héritage, gestion d'erreur, on va voir ça après. Ah, donc la grande règle, c'est là où on fait de la théorie. Donc si vous vous ennuyez maintenant parce que vous aimez la théorie, vous vous dites ah il a pas dit fuite de mémoire. Ah si, j'ai dit fuite de mémoire. Enfin il n'a pas sorti de mots assez compliqués. Bien rassurez-vous, moi non plus les mots compliqués c'est pas mon truc, mais ça il faut en parler quand même. Alors un big up à Benjamin Conen qui a fait une conf à Devox. Donc là j'ai repris en fait la façon qu'il a de le résumer parce que c'est superbement résumé. Il y a 3 règles en Rust pour l'ownership, c'est-à-dire l'idée qu'on capture une variable, qu'on capture la propriété d'une variable, et le borrow checker qui vérifie en fait qui a emprunté, qui a capturé la variable de qui. Donc soit on passe à une fonction une variable de type t, et elle en prend la possession, et plus personne d'autre ne peut y toucher. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec Carapuce. Vous vous souvenez, Carapuce, une fois qu'on l'avait passé à la fonction next level, on ne pouvait plus y toucher, parce qu'elle avait été capturée, sa propriété avait été prise par une autre variable, une autre fonction. Soit on a une référence immutable, ça on ne l'a pas encore vu dans nos exemples, une référence immutable qu'on peut utiliser avec plein de fonctions à la fois. C'est-à-dire que c'est juste une référence vers un bout de mémoire là-bas sur le tas. Et les fonctions peuvent se la passer, mais elles n'ont pas le droit d'y écrire. Donc on peut copier la référence des dizaines de milliers de fois. Du moment que personne touche à la mémoire, c'est bon. Et une référence mutable, donc ça c'est typiquement le ampersand mut carapuce, ampersand mut self qu'on avait dans le code ici. Là. Dans notre code Pokémon, ici, vous rappelez-vous, la fonction qui permet de faire évoluer un Pokémon, elle prend ampersand mut self. C'est-à-dire qu'elle prend une référence mutable au Pokémon qu'on lui passe, et quand on sort de là, elle rend la référence mutable. Ce qui veut dire que cette référence ne peut être utilisée que par une seule fonction à la fois, dans le sens où les fonctions attendent leur tour. Une fonction prend une référence mutable vers un bout de la mémoire, elle transforme la mémoire comme elle veut, et ensuite, une fois qu'elle a fini de transformer la mémoire, elle lâche la référence, elle la donne à quelqu'un d'autre. Et le compilateur vérifie que vous ne donnez pas plusieurs fois la même référence mutable à plusieurs fonctions. Et le compilateur est strict. Le compilateur, c'est toute une histoire. Moi et le compilateur. Du coup, si vous comprenez rien à ce que je vous dis, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous devez faire ? Eh ben, battez-vous contre le compilateur et perdez. C'est comme dans Fight Club. Je vous donne un défi. Commencez un combat contre quelqu'un et perdez. Et voilà, faites pareil. À force de cogner sur le clavier, ça va passer. J'ai d'autres slides un peu moins lyriques. On a des programmes très cool en Rust, et je pense que les programmes les plus évidents, c'est ceux qui ont été réécrits. Donc les programmes de GNU typiques de ligne de commande ont été réécrits en Rust pour être plus rapide, plus efficace. Donc, qui connaît grep ? C'est parfait, c'est parfait. Donc, ok. Alors, Donc, si je veux trouver un mot, je fais grep pour trouver l'expression, l'expression Pokémon. Comme ça, là. Hop. Il se passe rien. Pourquoi ? Parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser grep. Il faut mettre un point. Comment ? Comme ça ? Tiret ? Grand R comme ça ? Oh là, je sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, c'est l'émotion. Grand R comme ça ? C'est pas un peu compliqué ? Ok. Bon alors vous utilisez ripgrep plutôt. Ripgrep Pokémon, et vous avez la même chose, et vous voyez que ça va plus vite. Si, regarde.
Donc, les rustacés, donc les gens qui aiment coder en Rust, on les appelle les rustacés, c'est pour ça qu'on a des crabes un peu partout, se sont éclatés à recoder plein de trucs comme ça. Donc, on a bat, par exemple, qui remplace cat et qui vous met de la coloration. Si vous, au lieu de faire cat machin.json et d'avoir un truc tout blanc sur noir, vous faites bat machin.json et voilà. Hein. Génial. Donc, comparaison. On a dit on a des Pokémon à désérialiser, mais on l'a pas encore fait. Ok. Ça, c'est pas très beau. Et ça, si tout va bien, voilà, c'est quand même autre chose. Oui, c'est plus rapide. Voilà. Donc, de la même façon, SED a été réécrit, s'appelle SD avec une syntaxe plus facile pour faire des regex. Pareil, find a été remplacé par FD. J'avoue, moi, j'ai jamais réussi à utiliser find et maintenant j'utilise FD régulièrement. Donc, c'est-à-dire que les rustacés ont aussi le sens de l'expérience utilisateur. Dust, je ne sais pas si tu l'as installé. Si. Alors Dust, c'est vachement bien. Ça fait comme DU, machin, SH. Qu'est-ce qu'on met ensuite? Je ne sais plus. Faut pas faire un point comme ça là. Ouais. Ouais. Et c'est quoi la commande pour savoir quelle est la taille de tout? Il faut faire une étoile, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ok. Donc ça, on peut le faire, mais on peut faire des alias et tout. On peut utiliser Dust et voilà. Et donc là, on est au courant que par exemple le dossier target, il pèse 275 mégaoctets. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait rire du coup? C'est le feu. Hein. C'est le bien. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute du tout. Ok. En Rust, ça va plus vite. C'est pour ça qu'on s'en sert pour faire des programmes un peu plus vénères que juste de la ligne de commande, même si je serais incapable d'écrire ça en ligne de commande. Mais on a par exemple le runtime qui doit remplacer Node.js. Qui connaît Node.js? Okay, qui ne connaît pas Node.js? On a un chanceux parmi nous. Donc voilà, les gens de Node se sont mis en tête de réécrire Node avec beaucoup de Rust dedans. Voilà. Et on a ma némésis, on a ma passion, on a mon métier, on a le bien de l'humanité et les périodes de torture intellectuelle, on a Sozu. Sozu est un reverse proxy qui a été fabriqué sur mesure par Clever Cloud pour les besoins de Clever Cloud. Donc chez Clever Cloud, on héberge les applications. Là, je fais ma pub. Hein. Nous hébergeons les applications des clients en faisant popper tout un tas de machines virtuelles. Et ensuite, il faut rediriger le trafic des connexions entrantes vers les applications des clients qu'on a en interne. Et donc, il nous faut un reverse proxy, c'est-à-dire une gare de triage. Eh bien, à Clever Cloud, notre ami Geoffroy Coupry a écrit Sozu en Rust. Pourquoi? Parce que ça va vite. On avait des limites avec HAProxy et il a fallu innover. Donc Sozu est capable de recevoir des ordres sur une socket Unix pour rajouter des front-end et des back-end, donc rajouter des instructions qui permettent de rediriger les connexions entrantes à chaud. Sozu est distribué, j'allais dire modulaire, je dirais plutôt distribué. C'est-à-dire que nous avons une instance principale qui se reclone elle-même, qui fait popper des workers et donc qui se répartit la charge en fait entre les instances de Sozu. Et donc ça c'est mon quotidien, c'est sur ça que je bosse en ce moment. Et c'est ma vie, c'est très beau et c'est parfois très difficile. Et donc ça c'est typiquement
un exemple de ce dans quoi Rust brille. C'est pour faire des programmes qui sont performants, qui sont bas niveau, et voilà. Alors du coup, la suite. Comment apprendre Rust ? Donc le Rust Book a été traduit en français en grande partie. C'est avec lui que j'ai appris Rust. Donc le Rust Book, ça ressemble à ça. Hop là, donc on commence par installer, on commence par faire un Hello World. Ok. Et ensuite, attendez, je vais mettre le... Comment ? Oh, bon, ça va. Je vais essayer de prendre celui qui a été traduit en français. Ah oui, alors là... faites-moi confiance, il a été traduit en français. Et il vous explique notamment l'ownership. Et il vous explique comment dire ce qu'est la pile et le tas. Qui sait ce que c'est que la pile et le tas ? Qui ne sait pas ce que c'est que la pile et le tas ? Vous avez de la chance aussi. Non, c'est très bien, c'est des concepts de programmation où on considère que les adresses, les références sont stockées sur une pile, donc la mémoire à court terme, la mémoire rapide, et ce sont des adresses qui pointent vers le tas, donc il y a un espèce de gros tas de données dans lequel on peut modifier la donnée. Donc c'est Rust en fait qui m'a appris ce genre de concept. Voilà, c'est vachement bien. Vous avez des exercices sur Udemy, sur Exercism. Si vous êtes des noobs comme moi, allez sur le forum de la communauté, parce que sur Stack Overflow, j'ai posé une question et je me suis fait jeter, mais ils n'aiment pas les noobs sur Stack Overflow, en général, je pense. Enfin bref. Mais si vous êtes puriste, vous allez retrouver votre question sur Stack Overflow. Et vous pouvez m'écrire aussi, parce que j'aime Rust. C'est impossible pour moi de ne pas répondre à une question qu'on me pose sur Rust. Donc, posez-moi des questions, s'il vous plaît. Comment on dit en japonais ? Koseicho arigatou gozaimasu. Et les questions ? Nous avons un micro pour les questions, il est ici. Tu veux bien le passer du coup ? Absolument. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un... oui, Alexis, merci beaucoup. Ma question, c'est en Rust, vu que en fait, le code est connu à l'avance, si je ne me trompe pas. Enfin, quand tu compiles, il faut que toute ta donnée soit connue à l'avance. Oui. Genre, pour les types génériques, quelle est la stratégie que le compilateur utilise ? Parce que, en fait, si le code doit être connu à l'avance, un type générique n'est pas connu à l'avance, est-ce qu'il fait... enfin, moi, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais le seul truc naïf que je pense, c'est que il fait ça pour tous les types que tu passes. Oui. Il y a des types statiques et il y a des types dynamiques. Donc, tout ce que Rust peut connaître à l'avance, il va le chercher et il fait en sorte, dans la compilation, de tout bien structurer et il nous tape sur les doigts si ça ne va pas. Et il y a des types dynamiques où on a un petit mot-clé qui s'appelle din et où, quand on écrit le code, on ne sait pas encore très bien ce que ça va prendre, mais on sait, par exemple, que la donnée qui va être prise par telle fonction va devoir implémenter telle ou telle interface. Et du coup, c'est géré à la compilation. C'est-à-dire qu'à la compilation, le compilateur se dit telle fonction doit prendre tel type générique, je vais vérifier qu'on ne lui passe rien d'autre. Mais te répondre plus précisément, j'aurais du mal. Est-ce que quelqu'un peut passer le micro à Jean-Philippe ? Ici. Ça dépend, tu as un cas d'usage particulier Ouais, ça marche, on t'entend. Ok.
Parce qu'en fait, tous les types vont être statiques. Tu peux avoir une interface qui va être définie sur tes types. Donc, avec cette interface, tu vas pouvoir savoir ce que tu peux faire de ce type. Mais toutes les possibilités doivent être définies à l'avance. Après, effectivement, si mettons par exemple que tu as un fichier JSON et s'il a un format qui est défini, tu vas définir ton format et tu vas pouvoir l'accepter ou le rejeter s'il ne répond pas au bon format. Après, si tu veux avoir un format plus souple, en fait, quand tu le désérialises, tu as quand même accès à une structure de données qui va être souple comme le JSON que tu as à la base. Mais après, quand tu travailles dans ton programme, c'est bien d'avoir des données qui sont bien structurées. Et ça t'aide, en réfléchissant à tes données, ça t'aide derrière à avoir des programmes qui sont beaucoup plus corrects, en fait. C'est une conception. Le compilateur, lui, il va générer, si tu as un certain endroit de ton code, si tu as passé un type du genre struct A, par exemple, et qu'à un autre endroit, tu as passé un struct genre le struct B, et ben le compilateur va générer le code autant pour A et pour B. Alors, oui, en fait, si tu as une fonction, par défaut, les fonctions, elles vont accepter un seul type. Si tu lui passes un autre type, ça ne va pas compiler. Si tu veux une fonction qui peut passer plusieurs types, en fait, ça va être une fonction qui va être générique. Et tu peux écrire des fonctions génériques sur des types. Et en fait, il va générer effectivement le code pour gérer chaque type. C'est ça. Est-ce qu'un programme REST, en fait, il a plus de poids, on va dire, ça influe sur la taille de l'exécuteur? Alors, ça dépend en fait si tu fais ça au moment de la compilation, c'est-à-dire si tu as des fonctions génériques au moment de la compilation, ou que tu as des types qui vont être génériques, qui vont implémenter ton interface au moment. Et dans ce cas-là, ça va être fait avec une V-table en fait. Donc, dans ce cas-là, c'est à l'exécution, quand tu appelles, tu vas appeler telle ou telle implémentation. Mais effectivement, si tu as des fonctions qui sont génériques sur plusieurs types, ça prend plus de place. Je propose qu'on... Comme en C++, si tu fais du générique. Jean-Philippe, Alexis, je propose qu'on continue la conversation après, parce qu'à tous les coups, on va se revoir à la sortie. Et prenez une autre question. Oui. Oui, il faut le micro parce que c'est filmé et il faut qu'on entende. Oui. Du coup, tu parlais de Sozu, donc j'imagine que tout ce qui est gestion de stream, c'est extrêmement bien géré nativement dans le langage, sinon vous ne l'auriez pas choisi. Oui, oui. Mais ma question, elle est un petit peu à côté. C'est tout le code qui est asynchrone, il est géré comment nativement par le langage? Est-ce qu'il y a vraiment un outillage de base qui est bon ou il faut faire appel à tout un tas d'outils pour nous avons deux grosses librairies, bibliothèques en Rust pour faire de l'asynchrone. Donc il y a std async et il y a Tokio. Ça s'appelle Tokio, ça s'écrit T-O-K-I-O. Et nous utilisons les deux, il me semble, chez Clever Cloud. Et dans Sozu, nous avons des fonctions asynchrones et nous avons le point await, donc semblable au JavaScript, pour attendre qu'une fonction est finie. Et à l'intérieur, sous le capot de l'asynchrone, on a des fonctions qui renvoient, quand on les poll, donc quand on envoie un équivalent d'un sondage, une fonction qui renvoie un enum, donc une énumération, soit je suis en train de process, tu dois attendre, soit j'ai fini et je te livre la valeur. Voilà. Du coup, genre tu encapsules un result dans une autre structure de données. C'est pas un result, c'est une option, si je me trompe pas. Non, c'est un enum. C'est un enum, ouais. Peut-être ajouter quelques détails. En fait, en Rust, toute la partie async, donc le langage lui-même propose déjà des choses, en fait, notamment le mot-clé async, await, et les futures, qui sont justement, qui vont permettre qui sont les valeurs, en fait, que va retourner une fonction async. Mais en fait, donc il y a du sucre syntaxique, donc notamment quand tu dis async, on n'a pas le type de retour qui est la future, en fait. C'est pas affiché dans le langage. Mais ensuite, il n'y a pas de runtime, en fait. Il n'y a pas d'exécuteur, en fait, dans la bibliothèque standard de Rust. D'où les bibliothèques std async et Tokio, qui mettent en œuvre, en fait, un exécuteur. Donc en fait, on doit instancier un exécuteur et ensuite on peut passer des fonctions async à l'exécuteur qui va les poller. Exactement. Et c'est pour ça que c'est pas dans la bibliothèque standard, comme ça la bibliothèque standard ne fait pas de parti pris. Il y a même des exécuteurs qui existent sur l'embarqué, comme Embassy par exemple, donc on peut faire de l'async sur des systèmes embarqués.
C'est ça. Donc là, j'ai un exemple de code où on spawn un thread. Donc ça, c'est la gestion des threads est fournie en fait dans Rust. Il faut que j'agrandisse encore, ouais. Ok, cool. Donc en fait, on fait thread. Alors thread ici, là, c'est standard, c'est la librairie standard. Hop, std thread, voilà. Et on peut, ça c'est une macro qui génère du code. On peut ici dire, fais-moi spawner un thread. Déplace les choses dans le thread, déplace les variables. Par exemple, ici, on a créé une channel et puis on a un endroit, une partie émissive, une partie qui réceptionne. On envoie dans le thread la partie émissive et on garde en dehors la partie qui réceptionne. On exécute un bloc de code et une fois que le bloc de code est fini, le thread envoie une unit, envoie un OK et du coup on peut le recevoir en dehors du thread. C'est-à-dire qu'on a la communication entre threads qui est fournie directement dans Rust. Attends, il faut qu'on te donne le micro. En fait, en Rust, tout est sécurisé au niveau de la mémoire par défaut. Donc les types, on va les déplacer par exemple dans un thread et on ne peut pas accéder à la valeur depuis un autre thread. Ce serait des problèmes d'accès mémoire. Et on peut envoyer des valeurs entre des threads, il y a des canaux de transmission, si le type est ce qu'on appelle send. C'est-à-dire s'il implémente un trait qui lui autorise à être envoyé de façon sûre en fait, entre des threads. C'est-à-dire qu'il y a des types qui ne vont pas être sûrs à déplacer entre des threads et dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir le faire du tout. Et le compilateur va nous interdire de le faire. Et le type typiquement qu'on utilise pour envoyer des valeurs entre les threads, c'est arc. C'est ça? Non? Mutex? C'est les mutex? Le comptage des références, ouais. Entre plusieurs threads. Ouais. Ouais, à partager, ouais, d'accord. Oh, tu l'envoies pas, tu la partages, d'accord, ok. Y a-t-il une autre question? Une question facile, vous avez le droit aussi. C'est gentil, pensez à lui. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Posez-moi des questions très simples. Une question simple. Est-ce que dans la communauté de Rust, est-ce que si un code Rust fait appel à du C, oui, est-ce que c'est bien vu ou pas? Et est-ce que le unsafe il existe donc c'est pour une utilité, mais est-ce qu'il est bien vu de mettre un peu de code unsafe dans ton code Rust? On n'a pas le choix. On est obligé à certains endroits de mettre du code unsafe. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver facilement ici sur Sozu. On a un peu de code unsafe quand il s'agit de manipuler des file descriptors, des descripteurs de fichiers. On en a toujours un petit peu. Évidemment, on préfère ne pas en avoir. Il me semble, c'est chez Deno, ils mettent un point d'honneur à utiliser le moins de unsafe possible. Quant à appeler du code en C, c'est possible et ça se fait notamment pour des librairies qu'on n'a pas envie de réécrire en C, qui marchent déjà très bien et qu'on a juste envie de wrapper. Pour ajouter quelques détails sur unsafe, donc dès que tu fais du bas niveau, en fait, tu es obligé. Par exemple, je fais de l'embarqué, donc en embarqué, quand tu mets en œuvre les bibliothèques bas niveau, que tu vas l'écrire dans des registres mémoire, tu es obligé de faire du unsafe. Après, en fait, l'intérêt de unsafe, c'est de pouvoir l'encapsuler dans des API qui sont safe à utiliser. Donc en fait, c'est pas un problème en soi d'utiliser du unsafe. Faut pas en utiliser partout, faut pas en utiliser. C'est ça en fait. Faut pas en utiliser pour tricher, pour essayer de contourner le compilateur, parce que le compilateur, quand il te dit qu'il y a un problème, il a souvent raison, quand même. Mais après, il y a des moments où tu n'as pas le choix, et dans ce cas-là, tu utilises du unsafe, et le gros avantage, c'est qu'en C, tu vas être unsafe partout. Donc pour revoir le code, c'est une galère. En Rust, tu sais quel bloc de code
à quel bloc de code tu vas pouvoir vraiment faire attention quand tu vas faire des revues de code, par exemple. Et tu indiques, une bonne pratique, c'est d'indiquer quand tu mets un block unsafe, pourquoi tu mets un block unsafe, et qu'est-ce qu'il faut faire en entrée et en sortie de ce block unsafe pour que ça reste sûr. C'est juste, tu dis au compilateur, je sais ce que je fais. Donc évidemment, il ne faut pas en mettre, il y a des bibliothèques où il y avait beaucoup trop d'utilisation de unsafe, juste pour contourner, et qui introduisent d'ailleurs des problèmes de sécurité, donc à ce moment-là, ce n'est pas une bonne application. Donc en gros, essaye de tout faire en Rust, et quand tu ne peux pas, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est sur des cas particuliers. Souvent sur les livres que tu as commencé, ils mettent deux crates, un crate avec le tiré 6. En fait, tu vas mettre tous tes wrappers tout en safe. Donc tu vas créer deux crates, dont une, c'est le type binding classique, tu vas créer ta lib avec le tiré 6, généralement c'est une convention de nommage qu'il y a, et tu vas pouvoir mettre tous tes unsafe dedans, et tu vas créer une crate par-dessus qui va faire toute la gestion mémoire correcte, et que tu vas utiliser la partie que tu vas avoir créée en dessous. Quoi. Je cherche l'unsafe dans Rust et je ne le trouve pas. Je pense que ça serait intéressant parce que je suis à peu près sûr qu'on en a. En fait, non, je suis sûr qu'on en a. Et je vais baisser... poser une autre question, c'est cool. Ouais. Ouais. Alors, je connais mal les Pokémon, mais ça me parle plus que fou par base. Ouais. Si on veut écrire une API REST en Rust, est-ce qu'il y a un framework où il se suffit Oui, lui-même? merci pour cette question à laquelle je suis sûr de pouvoir répondre. De rien. Du coup, pour montrer un exemple au propos de l'unsafe, ici, pour récupérer le PID d'un process, on appelle la libc, on la wrap dans de l'unsafe. Voilà, et on fait get PID. Ici, on va chercher un file descriptor. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et la question d'API REST. Merci. Oui, ça sera la dernière. La dernière question. Ouais. C'est génial. Alors, je vais faire ma propre pub parce que j'ai envie. Et ça va aller plus vite en fait. Donc on va sur GitHub. Hop. J'ai combien de temps pour répondre ? 3 minutes. J'ai écrit une API en Rust, une API REST-ish, c'est pas toujours RESTful ce qu'on fait, pour contenir un tout petit peu de données. Et donc on va voir d'abord dans cargo.toml. Et qu'est-ce qu'on a dans cargo.toml ? Qu'est-ce qu'on a comme dépendance pour this page is taking too long to load. Oh, mais j'aime les licornes. Comment ? Sans doute. Mais sérieux ? Ça, je l'avais jamais eu. Ça. On ne pouvait pas faire confiance à Microsoft. ça fait longtemps, ouais, j'imagine. Ah, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme dépendance ? On a beaucoup de dépendances, mais la plupart sont assez simples. Voyons voir. Nous avons ici un framework web qui s'appelle Actix, qui crée un serveur HTTP. Et nous avons un framework qui s'appelle Diesel, qui fait du SQL. Et si je ne me trompe pas, ça c'est un sacré README, hein, si je ne me trompe pas, j'ai mis un exemple dans le README qui explique qu'avec ce framework-là, non, j'ai pas mis l'exemple. Avec ce framework-là, il me semble que c'est dans SRC. Je ne suis pas sûr de le retrouver aussi facilement. Schema.rs. Donc ça, c'est les schémas qui ont été générés, ou alors c'est dans Models. Non, c'est pas dans Models. Là, j'ai des tables, mais c'est pas exactement ce que je voulais montrer en premier. Il faut que tu me crois sur parole. Avec ce framework SQL qui s'appelle Diesel, on écrit d'abord du SQL et le framework le convertit en Rust. C'est-à-dire que ce ne sont pas des types Rust qui sont convertis en SQL, ce sont d'abord des types SQL qui sont ensuite générés, qui font du Rust, et puis après on fait tout un tas de CRUD, on gère des connexions avec PG, avec tout ce que tu veux.
Est-ce que ça répond à ta question? En termes de route web? Ouais, c'est Actix. Comment? Est-ce que ça vaut grand-chose en tant que... bah, ça, je peux pas te dire. Moi, j'ai fait ça pour m'amuser, tu vois, j'ai pris ça en main. Moi, je recommanderais pas d'utiliser ça parce que c'est vachement verbose, quoi. Moi, pour faire une appli web, je devoir en faire une cette année à mon école. Je vais prendre Symfony, quoi. Même si j'aime pas le PHP, je sais que ça va aller plus vite. On peut. Hein. Et du coup, c'était quoi la question tout de suite? C'était pour les routes. Les routes, il me semble que j'ai ça ici dans Toolbox. Je n'ai pas ça ici dans Toolbox. J'ai ça quelque part. Je t'assure, j'ai des routes quelque part. J'ai mis ça dans config, je pense. Hop là, route. Donc ça, c'est du blabla Actix, tout ça. Voilà. Donc j'ai une route sign up, comment dire, qui va chercher le contrôleur, users, sign up, etc. Donc c'est-à-dire que je vais chercher dans mon code les contrôleurs, etc. Et puis ensuite, je vais... Enfin voilà. Il y a Rocket également, framework web en Rust que je n'utilise pas, que je n'ai pas utilisé. Et quelle fonctionnalité manquait alors? Les macros procédurales. Ouais, d'accord. 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 Eh ben dis donc. Ok. Je pense qu'on va être limité dans le temps, du coup, il faut que je revienne, hop, à la dernière, hop, et je vous remercie encore à nouveau. Merci d'être venus si nombreux. Merci au Dôme, merci Alexis.